Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et Canal Satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques sujets que nous allons aborder ce soir. C'est à l'hôtel de la CTM à Cluny que s'est tenue l'installation officielle de la conférence territoriale de l'autonomie, la CTA. À l'approche du 1er mai 2026, le gouvernement a dû faire face à une polémique explosive autour de la possibilité de travailler. Dans votre avis compte, êtes-vous partisan de l'autonomie de la Martinique? Vos réactions dans un instant. Et le savoir et réfléchir de Roland Laouché s'intitule ce soir « La Martinique à la France », deuxième partie. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, le thé vert et le chocolat chaud sont à privilégier pour contrecarrer les effets délétères du stress, notamment sur la santé cardiovasculaire. Parlons maintenant de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est moyen. Il en sera sans doute de même demain. La pensée du jour. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. À Sainte-Luce, lundi matin, une femme de 69 ans a été violemment agressée sur le sentier littoral par deux individus qui lui ont arraché un pendentif. Transportée en état de choc, la victime a été prise en charge, tandis qu'une enquête de gendarmerie a été ouverte pour identifier les auteurs. En matière de santé publique, la semaine européenne de la vaccination a débuté lundi en Martinique avec un accent mis sur les jeunes. Les autorités sanitaires tentent de contrer une déviance persistante héritée de la crise Covid. C'est à l'hôtel de la CTM à Cluny que s'est tenue ce mardi 28 avril l'installation officielle de la conférence territoriale de l'autonomie, la CTA. Cette installation s'inscrit dans le cadre du nouveau service public territorial de l'autonomie prévu par la loi Bien vieillir et autonomie du 8 avril 2024. La conférence territoriale de l'autonomie, dont la mission est de piloter le service public territorial de l'autonomie, sera chargée de coordonner les actions qui sont menées pour prévenir la perte d'autonomie et accompagner les aidants. Elle s'appliquera également à renforcer la cohérence des politiques publiques mises en place dans ce domaine sur le territoire. Enfin, elle devra réunir les financements nécessaires à la mise en œuvre des différentes actions. Notons que le service public territorial de l'autonomie piloté par la CTM, en lien avec l'Agence régionale de santé, rassemble l'ensemble des instances qui interviennent dans le domaine du bien vieillir et de l'autonomie. Dans le domaine éducatif, 61 enseignants ont obtenu leur habilitation en créole au lycée de Bellevue samedi. Un record salué par l'Éducation nationale qui vise à renforcer l'enseignement des langues régionales. On ne sait pas combien d'enseignants martiniquais ont obtenu leur habilitation en mandarin, c'est-à-dire une langue qui, avec l'anglais, pourrait introduire pleinement les jeunes martiniquais dans le monde de demain. La délégation sénatoriale aux Outre-mer et Interco Outre-mer ont organisé un colloque entièrement dédié 22 novembre 2024 au Sénat sur le thème « Foncier en Outre-mer, relever ensemble les défis ». Au cours de ce colloque, il avait été démontré que dans les Outre-mer, le foncier n'est pas qu'un apport d'aménagement, il revêt une dimension culturelle majeure, il y est une mémoire familiale, un sujet de premier plan pour les équilibres sociaux,
un objet de représentation collective qu'il est primordial de respecter. L'affaire Pinto semble démontrer que dans les faits, tout cela n'est pas pris en considération. Dans le secteur de l'emploi, les derniers chiffres publiés indiquent une baisse du nombre de demandeurs d'emploi au premier trimestre 2026. Un signal encourageant malgré les fragilités structurelles. Dans les transports, le covoiturage tente de s'imposer comme alternative face aux difficultés de déplacement sur le territoire, attirant un nombre croissant d'usagers malgré des freins culturels. Dans son éditorial de la lettre d'information de la FEDOM, la Fédération des entreprises d'outre-mer, le président de cette fédération, Hervé Mariton, se demande que vont proposer les candidats à l'élection présidentielle pour les Outre-mer sur le plan économique. Son président, Hervé Mariton, rappelle qu'en 2022, la FEDOM avait formulé des propositions qui n'ont pas été retenues par le gouvernement. Gouvernement qui, rappelons-le, avait évoqué alors une loi d'orientation qu'on attend encore. Mais cela n'a apparemment pas découragé la fédération puisqu'elle fait à nouveau des propositions aux candidats à la prochaine élection présidentielle. C'est dans ce cadre-là qu'elle invite tout un chacun à lui faire parvenir ses propositions. Ce n'est pourtant pas cette voie-là que Russes, Français ou autres choisissent pour construire leur plan de développement. Un plan de développement, en effet, est une construction cohérente plutôt qu'une somme de projets plus ou moins pertinents. 6 personnes ont été interpellées après une fusillade survenue au Vauclin. 4 d'entre elles ont été placées en détention à l'issue d'une opération menée entre la Martinique et l'Hexagone. Dans le secteur aérien, la liquidation d'Air Antilles continue de susciter des réactions. La députée martiniquaise Béatrice Bellet appelant l'État à garantir la continuité territoriale. Et à l'approche du 1er mai 2026, le gouvernement a dû faire face à une polémique explosive autour de la possibilité de travailler ce jour-là. Tout est parti d'un texte voté au Sénat qui élargissait la possibilité d'ouvrir le 1er mai à de nombreux secteurs, bien au-delà des boulangeries et des fleuristes. Une manœuvre parlementaire de la majorité pour accélérer son examen a déclenché une levée de boucliers à gauche et chez les syndicats qui ont dénoncé un passage en force et agité la menace d'une motion de censure. Après des échanges avec les syndicats, puis avec les boulangers et les fleuristes, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé une solution en 2 temps. Dès cette année, les boulangers et fleuristes artisanaux pourront ouvrir le 1er mai en faisant travailler uniquement les salariés volontaires. Une instruction sera envoyée au service de l'État pour éviter les verbalisations. Dans un second temps, un projet de loi viendra sécuriser ce cadre. Seuls les salariés ayant donné leur accord par écrit pourront travailler ce jour-là avec un salaire doublé conformément au Code du travail et l'ouverture restera réservée aux indépendants et artisans, excluant d'emblée les productions industrielles. Cette sortie de crise relative ne règle pas tout. Le texte initial avait inquiété une partie du patronat qui reprochait au gouvernement d'avoir inclus des secteurs n'ayant signé aucun accord, comme les musées, les cinémas ou les jardineries. D'autres professions comme les bouchers et les poissonniers se disent aujourd'hui lésées de ne pas être concernés. Selon leurs organisations, beaucoup de salariés souhaitent travailler le 1er mai pour bénéficier d'une rémunération doublée. Côté syndicat, tous promettent de rester vigilants. La CGT prévient qu'il n'est pas question d'ouvrir une brèche dans les droits des salariés et appelle à une mobilisation massive le 1er mai, à la fois pour défendre cette journée symbolique et exiger des augmentations de salaire face à la vie chère. Une construction en bord de mer au Robert a provoqué l'alerte de la Sopamar, poussant l'État à annoncer des contrôles sur place. Sur le plan environnemental et économique, la saison de croisière 2025-2026 affiche des résultats jugés
très positive par le comité martiniquais du tourisme avec des perspectives favorables pour l'année suivante. Et c'est le 27 mars que l'agence spatiale états-unienne a expliqué pourquoi les 4 astronautes de la Station spatiale internationale, l'ISS, ont été ramenés sur Terre en urgence le 7 janvier. L'origine de ce rapatriement exceptionnel, un membre de l'équipage, Mike Fink, 59 ans, s'est subitement retrouvé incapable de parler, frappé par un épisode d'aphasie. En France, on estime que plus de 300 000 personnes souffrent d'aphasie. Une affection qui reste pourtant peu connue du grand public, même si des célébrités comme Jean-Paul Belmondo, Sharon Stone ou Bruce Willis en ont été victimes. L'aphasie résulte le plus souvent d'un accident vasculaire cérébral, un AVC, mais elle peut également survenir à la suite d'un traumatisme crânien, d'une tumeur cérébrale, d'une infection ou d'une maladie neurodégénérative. Ce trouble se manifeste par des difficultés d'expression ou de compréhension du langage oral ou écrit. Si Mike Fink, l'astronaute de l'USS, a rapidement retrouvé ses capacités à parler, ce n'est malheureusement pas le cas de la majeure partie des personnes aphasiques qui vivent en permanence avec cette affection. Il est important de noter que les personnes aphasiques conservent leur capacité à comprendre le monde. Elles sont capables d'évaluation, de jugement, de discernement, de décision et gardent de manière générale leurs aptitudes à effectuer des choix, planifier des actions et élaborer des solutions pour des situations problématiques du quotidien. Ces patients rencontrent cependant des difficultés parfois majeures pour exprimer leurs pensées et interagir avec autrui. Ce problème constitue une source de frustration et de souffrance intense et les personnes qui en souffrent développent souvent des troubles psychologiques majeurs, stress, anxiété, dépression. La participation sociale diminue dans un grand nombre de cas et on observe un taux important de suicide chez ces patients. En outre, leurs aidants, souvent démunis, se retrouvent eux-mêmes fréquemment en forte détresse psychologique. Largement méconnu du grand public et de certains professionnels de santé, ce handicap invisible est en outre mal compris socialement, ce qui conduit fréquemment à des interprétations erronées. Ainsi, par exemple, un homme aphasique s'est retrouvé placé en cellule de dégrisement par des représentants des forces de l'ordre qui pensaient, à tort, qu'il était ivre. Un psychologue, désigné expert judiciaire, ne connaissant pas l'aphasie, a jugé, suite à un entretien avec elle, qu'une femme qui en était atteinte n'était plus en possession de ses capacités intellectuelles. Des situations qui révèlent combien la confusion entre troubles du langage et altération des capacités intellectuelles peut conduire à des jugements erronés, voire à l'infantilisation des personnes concernées. Ajoutons que les psychothérapies classiques reposent essentiellement sur le langage verbal, ce qui les rend peu accessibles aux personnes aphasiques. Leur souffrance est donc rarement prise en compte. C'est d'autant plus problématique que les politiques publiques ignorent l'aphasie en dépit de son coût économique considérable, estimé pour la France à plus d'1 milliard d'euros annuels, en intégrant les dépenses de soins, les pertes de productivité et l'aide informelle apportée par les proches aidants. Il existe pourtant des psychothérapies non centrées sur le langage dont l'efficacité est scientifiquement documentée, mais elles ne sont pas connues en France. La Fédération nationale des aphasiques de France, la FNAF, a donc décidé de proposer des formations gratuites aux psychiatres, aux psychologues et aux orthophonistes. L'événement Madiflora se tiendra les 2 et 3 mai au château de Paz à Saint-Pierre, mettant à l'honneur plantes, artisanat et biodiversité autour du thème de la résilience. Plusieurs associations de défense des livreurs ont décidé de s'attaquer frontalement aux géants de la livraison de repas. Elles ont déposé une plainte pénale pour traite d'êtres humains contre Deliveroo et Uber Eats
auprès de la procureure de la République de Paris, une démarche présentée comme inédite en France. Ces organisations dénoncent un modèle économique fondé, selon elles, sur l'exploitation d'une main-d'œuvre très précaire, en grande majorité immigrée. Leur avocat évoque des conditions de travail indignes et des revenus de survie, estimant que les plateformes tirent des bénéfices importants de la vulnérabilité de ces travailleurs. Les chiffres avancés par les plaignants s'appuient notamment sur une enquête menée en 2025 par Médecins du Monde et plusieurs centres de recherche. Elle décrit une population de livreurs très largement étrangère et souvent sans papier. Selon cette étude, près de 99% des livreurs seraient nés à l'étranger et environ 2/3 seraient sans titre de séjour, tout en travaillant de très longues semaines pour des rémunérations faibles. Les associations affirment que les livreurs parcourent 15 ou 20 km à vélo pour quelques euros nets, ce qui traduirait, selon elles, une situation de dépendance totale vis-à-vis des plateformes. Deliveroo rappelle de son côté l'existence d'un accord signé en avril 2023 qui fixe un revenu horaire minimum de 11,75 € pour les livreurs, présenté à l'époque comme une avancée sociale majeure. En plus de la plainte pénale, Uber Eats est menacé d'une action de groupe au civil pour discrimination. Les associations dénoncent à la fois une discrimination fondée sur la vulnérabilité économique des livreurs et une discrimination algorithmique, c'est-à-dire le rôle d'outils automatiques opaques dans l'attribution des livraisons ou la fixation des tarifs. Si Uber Eats ne répond pas de manière jugée satisfaisante dans le délai légal fixé, l'action de groupe sera portée devant le tribunal judiciaire de Paris. En cas de condamnation, les livreurs concernés pourraient se joindre au groupe pour obtenir réparation. Sur le plan sociétal, le débat sur les termes institutionnels rebondit après l'adoption d'un amendement à l'Assemblée nationale remplaçant le mot « métropole » par « France hexagonale ». Et vous avez sans plus attendre la parole, puisque c'est l'heure de votre avis compte. Êtes-vous partisan de l'autonomie de la Martinique? Nous vous écoutons. Êtes-vous partisan de l'autonomie de la Martinique? Non seulement je souhaite l'autonomie de la Martinique, mais suivi de l'indépendance. Suivi de l'indépendance totale. Voilà, pour la bonne raison, parce que la France ne s'occupe pas de la Martinique. Et ça, je suis bien placé pour le savoir. Je connais beaucoup de choses parce que là, il y a un reportage qu'ils ont, ils en ont parlé en ce qui concerne l'esclavage. Alors, la France n'a jamais reconnu l'esclavage, même en ce qui concerne le chlordécone, ça n'a pratiquement jamais été reconnu. Alors, c'est pour ça que je souhaite l'indépendance totale de la Martinique. Et bien entendu, on doit passer par l'autonomie, bien sûr. L'autonomie, d'accord, et ensuite l'indépendance. Une fois qu'on a l'indépendance, ça nous permet d'être plus dirigés par ni l'Union européenne et ni la France. Comme certains petits pays, parce qu'il y a des gens qui ne se renseignent pas, bon, qui ne connaissent peut-être pas beaucoup, parce qu'il y a des petits pays comme la Dominique, comme les petits pays qui sont autour. Normalement, ils vivent très bien et ils sont indépendants. Renseignez-vous. Ah non, pas du tout. Non, je souhaite pas du tout. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec des bananes et des noix de coco? On va pas aller bien loin. Hein. Si c'est pour se retrouver dans la situation d'Haïti, je crois pas que ce soit la bonne solution. Par contre, un accompagnement effectivement vers une indépendance de la part de la France, d'accord. Mais sinon, l'indépendance, on va aller où? Une petite île. De toute façon, on sera toujours dépendante d'un autre pays. Faut pas se leurrer, hein. Je pense pas. Je crois pas. Hein? Parce qu'on n'est pas encore prêt pour ça, il me semble. Pas du tout. Pourquoi? Parce que nous sommes pas suffisamment prêts. Il y a un tas de... Comment on va faire pour... comment dire? Non, les gens, même nos politiques qui sont en place, c'est pas ça. Donc ils ne pourront pas, je pense,
C'est pas qu'ils pourront pas assumer, mais nous qu'est-ce qu'on fait? Êtes-vous partisan de l'autonomie de la Martinique? Moi, je pense que oui. Parce qu'en fait, ça nous laisserait plus de marge en fait sur les affaires qui nous concernent le plus, quoi. Je pense que la métropole a du mal à toucher vraiment du doigt ce qui nous touche vraiment, ce qui nous intéresse et tous les maux dont on souffre, quoi. Je ne réponds pas à cette question. Merci. Merci, chef. Oui, je souhaite l'autonomie pour la Martinique. Alors, pourquoi? Parce que je trouve que normalement, les impôts, l'argent qui travaille, qu'on envoie là-bas, devait rester ici pour qu'on puisse travailler, pour travailler pour la Martinique. Mais question qu'ils envoient l'argent là-bas, moi je trouve ça pas normal. Voilà. Je dirais oui, parce que j'ai toujours été quelqu'un pour quand même une certaine autonomie, parce qu'en fin de compte, nous sommes un peuple insulaire. On a déjà une autre identité par rapport à la France hexagonale. Et en fin de compte, il faut qu'on fasse quelque chose de nous-mêmes. Il faut qu'on arrive à s'en sortir. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Retrouvons le savoir et réfléchir de Roland Laouché, la Martinique à la France, deuxième partie. Hier, nous vous avions signalé que la Martinique appartient à la France, pas aux Martiniquais, et que nous sommes Français depuis toujours. Ainsi, lorsque plusieurs générations de Martiniquais, influencés par le tsunami de la décolonisation qui a déferlé sur le monde, se sont lancés dans la bataille pour la décolonisation de la Martinique, ils se sont trompés de combat. Frantz Fanon aussi. Frantz Fanon, qui a découvert la colonisation en Algérie, dans un pays qui était effectivement colonisé. Il s'y est rendu compte, sans doute avec effroi, que le colonisateur agissait exactement de la même façon en Algérie qu'en Martinique. L'Algérie qui, comme la Martinique, était en droit un département français. Il en a donc conclu que nous avions la même guerre à mener contre un ennemi commun qui souvent employait les mêmes armes, notamment le mépris et le racisme. Mais en Algérie, on l'a bien vu, ce fut la guerre. Une guerre d'une cruauté absolue. Une cruauté dont on n'a pas assez parlé, dont on n'aura jamais assez parlé. Vous imaginez les légionnaires français enterrant des hommes dans le désert du Sahara, debout, avec juste la tête dépassant, de telle façon qu'elle cuise au soleil? Vous imaginez ces aviateurs français embarquant dans leurs avions des Algériens qui allaient être jetés tout vivants dans le vide? Plusieurs générations de jeunes Martiniquais, essentiellement des étudiants, souvent brillants et généreux, ont réclamé la décolonisation de la Martinique, mais sans se rendre compte que notre situation n'avait très exactement rien à voir en droit avec celle des pays africains, dont l'Algérie. L'Algérie, pays arabe, pays berbère, avec un long passé, une longue histoire. Les Africains subsahariens appartenaient, eux, à des tribus, avec eux aussi leur territoire, leur économie, leurs coutumes, leurs dieux. Les colons ont éliminé tout ça pour créer de nouveaux États, construire de nouvelles citoyennetés et les leur imposer. Par exemple, Côte d'Ivoire et Ivoiriens, là où il y avait essentiellement des Baoulés, des Bétés, des Mandingues sur des territoires différents. Ils ont créé également les Maliens, les Sénégalais, les Camerounais, etc. En Martinique, rien de cela. Il y avait les béquets, évidemment français, et les esclaves, évidemment français, eux aussi, nous l'avons montré. Des Français esclavagisés, considérés comme des choses appartenant à leur maître, mais des Français. C'est pour cela qu'il faut considérer
comme étant très importante la date de 1946, car c'est la première vraie victoire de descendants d'esclaves, y compris aux USA. Nos ancêtres se sont battus pendant tout un siècle pour devenir l'égal du maître. Il n'y a pas de combat qu'avec des armes. La victoire, ce fut lorsque l'Assemblée nationale vota la loi portée par Aimé Césaire et Léopold Bissol qui faisait des Martiniquais des Français à part entière. Ce combat et cette date sont dévalorisés, sont ignorés, sont parfois méprisés par ceux qui pendant des années ont réclamé l'indépendance. Comment pouvaient-ils, il est vrai, eux indépendantistes, rendre hommage à un combat assimilationniste? Et victimes du tsunami de la décolonisation, ils n'ont pas vu qu'il n'y avait rien de commun entre la situation de l'Afrique et celle de la Martinique. Au moment où la colonisation n'a pas encore vraiment commencé en Afrique, les Martiniquais mènent déjà le combat pour être reconnus comme Français, parce que contrairement aux Africains qui sont Africains, eux ils sont Français de naissance. Nous en avons déjà parlé. C'est donc à la lumière de tout cela qu'il nous faut choisir nos ou notre combat aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de nous tromper une fois encore. Et après le savoir y réfléchir de Roland Laouché, la rubrique santé nous parle de la perte de fer. Très précisément, l'anémie correspond à un déficit en hémoglobine, cette molécule qui fixe l'oxygène pour le transporter partout dans l'organisme via les globules rouges. Pour fixer l'oxygène, l'hémoglobine utilise des atomes de fer qui ont cette faculté de pouvoir s'oxyder, c'est-à-dire de se lier à l'oxygène. L'anémie est ainsi souvent due à un manque de fer, déficit que l'on évalue en dosant la ferritine dans le sang, cette protéine qui sert à mettre le fer en réserve. Quand elle est trop basse, c'est que nos réserves le sont aussi. Le fœtus utilise le fer de sa mère pour fabriquer ses propres globules rouges. Chez les femmes enceintes, les anémies fériprives sont fréquentes. Elles sont dues au bébé qui, pour fabriquer ses propres globules rouges, pompe dans les réserves de sa mère. La conséquence concerne tant la mère qui est pâle et fatiguée que le fœtus dont la croissance peut être ralentie. Au fur et à mesure de la grossesse, les besoins en fer vont jusqu'à doubler, passant de 15 mg par jour environ à 30 mg. Une alimentation équilibrée peut permettre d'atteindre de tels apports, mais en cas de carence, il faut recourir à un complément alimentaire et à une surveillance rapprochée. Certaines femmes sont plus à risque d'anémie. Les végétariennes, par exemple, les adolescentes, en cas de prise de certains médicaments. Les symptômes d'anémie doivent amener à consulter son médecin, lequel prescrira un dosage sanguin de la ferritine afin de vérifier le statut maternel en fer et de décider d'une complémentation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France. Retrouvez votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. À demain et que Dieu garde la Martinique.